si on voit toutes les recherches que vous avez faites jusque-là, mais aussi des langues africaines. Donc vous êtes un artiste engagé donc, dans la lutte des droits donc, des femmes au Congo en RDC. Si vous avez quelque chose à dire peut-être par rapport à cela? Oui, en fait, par rapport à cela, le monde le sait que les femmes au Congo vivent un calvaire qui dure depuis plus de 20 ans et sans qu'il y ait grand changement, grande mobilisation. Et les peuples congolais ne comprennent pas ça, que le monde reste, le monde, je veux dire, les décideurs, les leaders du monde restent plus ou moins passifs face à ce drame qui touche les femmes injustement. Mais nous le savons aussi, c'est à cause de le Congo est victime de ses richesses, les compagnies minières qui rentrent dedans pour s'aimer la panique, faire fuir les villageois, afin d'exploiter le sol et les sous-sols, d'où le silence plus ou moins complice des médias. Bon, je sens que vous avez beaucoup à dire dessus, on fera peut-être une autre émission dessus. Justement, je voulais dire aussi que vous êtes un leader reconnu ici donc à Montréal, et même on peut dire au Canada, sur toute la communauté congolaise. Vous avez suscité plusieurs grands artistes pour vous accompagner dans cette cause, toujours sur le Congo. En 91, vous avez été fondateur de la compagnie donc Béjar, où vous avez été le directeur artistique au Congo. Vous êtes, en 2004 et 2005, vous avez été auteur et metteur en scène de The Black Theatre Workshop. Cela. En 2005, vous avez obtenu une bourse du Conseil des Arts du Canada pour l'écriture de la pièce Les Non-Retours. Et en 2007, vous avez créé le collectif Moyo, qui est encore d'actualité aujourd'hui, qui organise plusieurs scènes, théâtres, spectacles, c'est bien cela? Oui, exactement. Okay. Ouais. Et donc en 2008, vous avez eu la bourse Soral Story pour la pièce Congo Drama. Puis enfin, en 2009, si je ne me trompe pas, vous avez donc donné des cours à l'Université de Concordia. En tant que professeur invité, oui. Oui, ok, c'est très bien. Donc vous êtes très bien intégré ici au Canada. Vos compétences artistiques ne sont même pas remises en cause ici au Canada. Oui, bon, il faut le dire, hein, mais aussi le collectif Moyo existe, mais les théâtres, les Béjars que j'ai fondés en 91 existent encore aujourd'hui au Congo, donc les productions continuent là-bas. Et ce dont je suis fier, au Black Theatre Workshop, j'ai été invité pour faire une création pendant une saison. J'ai monté un spectacle là-bas. Et aussi, les prix Oral History dont vous avez fait allusion tantôt, m'a été octroyé justement cette bourse-là pour écrire une pièce, raconter l'histoire des femmes violées au Congo. Le spectacle s'intitulait Congo Drama. Et justement, on a fait des tournées avec ça à travers le Canada. D'accord. Ben, j'allais commencer par cette première question, mais je pense que vous avez déjà un peu répondu, parce que, en fait, en tant qu'un artiste engagé, on comprend un peu que vous êtes intéressé à l'histoire du fait que vous êtes un artiste engagé, mais on se pose un peu la question d'où viennent ces passions aussi des langues africaines. Bon, en fait, d'où me vient la passion, c'est parce que je suis africain et que j'ai été élevé dans l'amour des miens et de mon pays. Mais quand j'ai commencé à pratiquer le théâtre à l'âge de 19 ans, on était dans la folie de l'occidentalisation. Ma première compagnie, justement, s'appelait Les Béjars. Les Béjars, qui est le nom de Armande Béjart, la première troupe de Molière. Donc, pour nous, être intellectuel, c'était de parler bien français, être comme Molière, faire des choses à l'occidental, en fait. Mais c'était notre jeunesse, on a été éduqués comme ça. Mais c'est à un certain moment dans la réalisation, je me suis rendu compte que quand on jouait en français, il y avait comme au niveau des émotions un petit retard. Que prendre un texte dramatique écrit en français et essayer de le jouer en français, ça sonnait un peu faux, souvent. Mais on s'en accommodait et on pensait que c'était normal. Mais quand on a essayé de faire la même expérience en lingala, les langues de chez nous, j'ai senti une très grande différence au niveau de l'interprétation. Donc, j'ai compris que le cerveau passe d'abord par les langues maternelles avant de s'exprimer physiquement en langue occidentale. Mais vous
dites cela, ça veut dire que même pour quelqu'un qui ne maîtrise même pas bien sa langue maternelle, vous dites que si on suit une émission dans une langue française, ça sera toujours un peu plus compliqué d'adhérer émotionnellement que si c'était dans une langue maternelle, par exemple. Exactement. Vous n'avez qu'à faire l'expérience avec les chansons. Oui. Vous allez vous rendre compte qu'une chanson chantée dans votre langue maternelle, parce qu'il y a des souvenirs, il y a aussi un peu de génétique là-dedans. Okay. Donc, ça nous suit, ça nous poursuit. Voilà pourquoi il est important à tout un peuple de développer sa propre culture et de rester ancré dans sa culture. Sinon, ça serait comme des espèces de morts vivants, des zombies culturels qui marcheraient lentement. Donc, prenez par exemple un enfant qui veut apprendre à lire et à écrire au niveau primaire, mais il doit d'abord attendre à parler la langue française avant de comprendre certaines notions de calcul d'arithmétique, parce qu'il faut qu'il ait les vocabulaires nécessaires. Mais si cet enfant-là, on lui apprenait directement l'arithmétique et les calculs dans sa propre langue, il comprendrait ça, parce que c'est naturel, 1 plus 1 égale 2 dans toutes les langues du monde. Ce que vous dites, c'est très profond, puis on va rentrer juste après sur ce que vous nous avez bien préparé, parce que c'est aussi important, le but de l'émission. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que du coup, sans vouloir rentrer dans la colonisation, c'est que quand l'envahisseur est venu chez nous en nous donnant sa langue, il nous a enlevé comme une partie de notre identité et même de nos émotions. Et effectivement, et il n'a pas juste enlevé nos langues, il les a détruites. Et l'envahisseur a essayé de détruire ces langues-là pour nous imposer un autre paradigme. Et du coup, nous voyons le monde qu'à travers ses yeux. Nous comprenons nos propres réalités qu'à travers ses yeux. Et c'est pour cela que quand on nous dit que Diego Cao a découvert l'embouchure du fleuve Congo, nous pensons que le fleuve Congo n'existait pas pour nos ancêtres avant l'arrivée de Diego Cao. Et pourtant, Diego Cao a découvert pour lui et pour son peuple. Mais nous l'avons assimilé comme étant une réalité, que Diego Cao a découvert l'embouchure, parce que nous nous regardons constamment à travers les yeux de l'envahisseur. Nous savons que vous êtes un passionné de l'histoire. On va essayer de rester dans les langues. Donc là, ce qu'on va essayer de faire, étant donné que M. Toumba est professeur de langue à l'Institut Djembo, si c'est bien cela. Et la Djambo. Djambo. École des langues africaines. École de langue africaine. À la fin, vous nous direz un mot par rapport à cet institut de langue. M. Djembo nous a préparé... M. Toumba. Excusez-moi. M. Toumba nous a préparé donc une étude qui montre combien nos langues africaines ont influencé les langues latines. Donc, je vais lui donner la parole et puis nous allons l'écouter assidûment. À vous, monsieur. Oui, merci beaucoup. Mais la première partie, c'est d'abord le concept des langues africaines. Donc, langue africaine et leurs concepts. Comment est-ce que... d'abord, je veux que nous puissions savoir qu'une langue n'est pas une chose innée. Donc, on ne naît pas en parlant. Donc, j'ai dit, par exemple, si on prend un enfant au fin fond de mon village en Gandajika, à l'âge de 2 mois, 3 mois, et on l'amène en Chine, et que cet enfant-là de 2 mois, 3 mois, venant de mon village, va grandir en Chine, à l'âge de 5 ans, 6 ans, 10 ans, il parlerait le mandarin aussi bien que les Chinois. Le Chinois lui-même. Et inversement, si on prend un bébé chinois et on l'amène dans mon village, il parlerait Chiluba aussi bien que les Baluba. Donc, pour dire ceci, que les langues ne sont pas des notions innées. On ne naît pas avec, mais on les développe. Alors, la question que je me suis posée, d'où sont venues les langues? Qui était le premier à parler? Comment est-ce que nos ancêtres s'exprimaient? Parce que nous le savons aujourd'hui avec certitude presque absolue, avec les travaux de Cheikh Diop, notamment dans son ouvrage qui est devenu une très grande référence pour tous les Africains, Nation Agriculture. Et il a expliqué que l'Afrique n'est pas non pas seulement le berceau
de l'humanité, parce que ça c'est établi au niveau scientifique, mais Cheikh Anta Diop a apporté un plus pour dire que l'Afrique est aussi le berceau de la civilisation. Donc, toutes les civilisations du monde sont parties de l'Afrique, notamment de l'Égypte antique, mais pas seulement de l'Égypte, même de l'intérieur de l'Afrique, parce que les Égyptiens eux-mêmes viennent de l'intérieur de l'Afrique pour aller coloniser les bassins du Nil. Donc, alors, je me suis posé la question d'où est venue les langues. C'est les premiers balbutiements. Comment l'être humain, en devenant être humain, qu'on parle de l'évolution ou de la création, là, c'est pas le débat, mais l'être humain, en étant être humain, il parlait quoi? Qu'est-ce qu'il disait? Alors, maintenant, j'ai essayé de regarder au niveau de l'Afrique. J'ai pris, par exemple, le concept du roi, du chef des dieux, parce que ça, c'est des notions que je qualifie immuables. Parce que l'être humain, en apparaissant sur la terre, il a dû nommer les choses qu'il a vues. Par exemple, le soleil, la lune, l'eau, les arbres et tout ça. Et comment aussi il s'est nommé lui-même et comment nommait-il les autres, ses semblables. Donc, j'ai fait le travail, par exemple, avec le mot chef. Quand ils étaient organisés. Le chef, il s'appelait comment? J'ai regardé dans plusieurs langues d'Afrique notamment. Je trouve qu'en lingala, par exemple, on dit Nkosi pour dire lion. On dit Nkosi, nous savons tous que le lion est le roi des animaux. C'est sans conteste, parce que il est prestigieux avec sa crinière et tout ça, c'est ça dans toutes les cultures. Donc, je me suis basé sur ce mot-là, lion, qui veut dire Nkosi. Mais quand on regarde ce mot Nkosi, on arrive à Mokonzi. Mokonzi ou Mukonzi. Ça, c'est chef, roi en lingala. Mais on voit très bien que le mou et le mot étant des articles, les radicales restent Nkosi. Donc, on est encore dans la forme Nkosi. Bon, on va en Swahili, on trouve Mukombozi ou Mkombozi. On a encore la même forme. Et en Zoulou, en Xhosa, c'est la même chose pour dire roi et pour dire Dieu. Ils vont recourir encore au mot Nkosi. Comme dans la chanson, l'hymne national sud-africain, Nkosi Sikelele Africa. Que Dieu bénisse l'Afrique du Sud, l'Afrique. Donc, vous voyez... Excusez-moi, vous avez parlé du Zoulou, donc pour l'Afrique du Sud, et puis l'autre langue, c'était... C'est Xhosa, c'est toujours en Afrique du Sud. Oui, okay. C'est toujours en Afrique du Sud. Donc là, on a fait Congo et Afrique du Sud. Là. Oui. Congo large, dans le sens, parce que le Lingala, c'est assez large. Et assez large, mais imaginez que si on parle de l'Afrique du Sud, on parle de l'Afrique du Sud jusqu'en Égypte. Quand on arrive en Égypte, qu'est-ce que l'on constate en Égypte? On voit les sphinx. Les sphinx en Égypte, c'est un lion. C'est la statue du lion avec la tête d'un roi. Donc, eux aussi, ils avaient la même conception de lier le roi et le lion. Et en Afrique du Sud, la langue qui est parlée en Afrique du Sud, on la retrouve jusqu'en Égypte. On retrouve la même culture. Ça que je veux dire au niveau de la culture, quand on parle du chef, donc le concept chef égale lion, chef roi, lion et Dieu. On le retrouve aussi de l'Afrique du Sud jusqu'en Égypte, en passant par le Congo, le Zimbabwe et tous ces autres pays-là. Donc, vous voyez, donc ça c'est pour expliquer un peu, mais quand je prends les anciennes cartes, mais que je ne veux pas élaborer là-dessus, vous voyez ici, il y a les cartes de 1644 et puis il y a 1710. Donc, vous voyez, ces cartes parlent de l'Éthiopie. Au centre de l'Afrique, c'est plusieurs pays qui sont là-dedans. Mais là n'est pas mon sujet, mais je voulais juste montrer que les pays africains, le bassin de l'Afrique centrale, en passant, en allant du sud jusqu'au nord, partagent quand même les mêmes cultures au niveau linguistique. Bon. D'où est venu tout cela? Qui a parti tout ça? Ça reste à chercher, mais moi j'ai fait les analyses comme avec le mot soleil.
J'ai parlé du Dieu, j'ai parlé du roi, et j'ai parlé du lion. Donc on voit les similitudes. Bon, quand on prend le mot soleil, parce que le soleil est le même partout dans le monde, que ce soit au niveau des Pygmées ou bien des Amérindiens, ils avaient la même réalité soleil. On ne va pas dire que le soleil changeait. Donc par exemple, on dit moi en lingala pour dire soleil. Et le mot moi donne le mot bomoi. Bomoi en lingala, c'est la vie. Donc, vous voyez, ça montre que nos ancêtres étaient bien conscients que le soleil, la vie sur Terre était tributaire du soleil. Donc, si nous avons la vie sur Terre, c'est grâce au soleil. Donc, ils ont lié le mot moi, soleil, et au mot bomoi. Et dans d'autres langues du Congo, par exemple le Chiluba, qui est une langue intranationale, et on trouve encore le mot moi qui veut dire vie. Et on trouve aussi que pour dire bonjour, donc le soleil s'élève, c'est le matin, on dit encore moi ou moyen pour dire bonjour, pour dire mémoire, pour dire cœur. Hein? Donc c'est toujours le même mot, on dit moi ou moyo. Et en Kikongo, on dit moyo pour dire âme. Vous voyez, donc on est encore dans la vie parce qu'un corps sans âme, c'est un corps qui n'a pas de vie. Et on prolonge jusqu'en Swahili, on dit moya. Moya pour dire un. Donc vous voyez là, encore la relation entre le soleil unique et astre du jour qui brille dans le ciel seul, et on dit encore moya pour dire un. Est-ce que c'est pour ça, par exemple, qu'il disait qu'en Afrique, le dieu, c'était le dieu soleil? Voilà. Donc, ils ont dit que le dieu était le dieu soleil, mais en fait, nos ancêtres savaient que la vie venait du soleil. Et que le soleil éclaire, le soleil guérit, le soleil nous vivifie. Hein, vous voyez, quand il y a le soleil, ça donne, oui, c'est ça, ça influe sur notre... Et ils ont dit que sûrement Dieu est comme le soleil. Dieu est comme le soleil. Mais ça encore, vous le dites, on est au Congo. Mais quand on va en Égypte, encore très au nord, on trouve la même réalité, le soleil. Quand on parle du dieu Ra en Égypte, c'est encore le soleil. Donc on était... C'est le soleil. Donc voilà, donc c'est ça que... Ça montre les similitudes culturelles qu'il y avait entre ces peuples-là, du sud jusqu'au nord. C'est la même réalité. Vous êtes en train de nous démontrer que ces origines-là que les langues latines ont pris sur nos langues sont cohérentes du fait que l'Afrique était d'une certaine manière unique de par sa culture et une cohérence même au niveau de son langage. Oui, au niveau historique, nous le savons très bien, même anthropologique, nous le savons très bien que l'homme était... africain, hein, l'homme. On voit aujourd'hui dans des dessins qu'on montre à nos enfants à l'école que l'homme qui évoluait était un singe et qui a commencé à se mettre debout tout doucement jusqu'à devenir un être totalement debout. Mais curieusement, dans les livres qu'on montre à nos enfants, quand il devient debout, il devient blanc. Donc il est singe noir, mais dès qu'il devient homme, il devient blanc. Et pourtant, l'homme qui était devenu l'homo sapiens sapiens, était encore un homme noir. Quand il a découvert le feu, quand il a commencé à parler, quand il a commencé à construire les instruments. Maintenant, on va vous demander comment ils sont passés de noir à blanc aujourd'hui. Mais c'est le produit de l'évolution. C'est le produit de l'évolution. Le froid notamment, le changement du climat notamment, et contribue à ces changements. Ça, c'est l'effet historique, scientifique établi. Donc, on n'a plus à faire des débats là-dessus. Tout le monde le sait. Mais c'est par mauvaise foi que les gens ne veulent pas aller jusqu'au bout de cette logique pour faire prendre conscience aux Noirs qu'ils sont la source et l'origine de l'humanité. Et que les sciences, les mathématiques et même la médecine, tout ça est parti d'eux. Quand ils prendront conscience de cette réalité-là, je pense qu'ils se regarderont maintenant différemment, mais avec un peu beaucoup plus de confiance en eux. Ça, c'est important pour les Noirs. Alors, si nous revenons sur les langues, parce que ce que vous avez dit en introduction qui était quand même très important, c'est que ça change notre mentalité, notre culture, même nos émotions, d'être en adéquation avec la langue que nous utilisons. Mais la majorité des Noirs ne parlent pas vraiment bien leur langue. Ils comprennent, ils ont une idée,
Je pense que ça encouragerait ceux qui nous suivent d'entendre des preuves. Qu'est-ce que nous avons apporté à ces langues latines? Parce que l'histoire que nous, on a appris, c'est que les langues latines viennent du latin, tout simplement. Et que c'est à cause du jargon, des petits patois qu'il y avait entre les Italiens, les Hispaniques et les Français, que ça a créé le français, que ça a créé l'espagnol, que ça a créé le catalan. Puis vous venez, vous nous dites, bon, ben oui, on a nous aussi, on a apporté. Donc là, l'histoire est comme, bon, nous, on a appris l'histoire de ce que les Français veulent nous apprendre. Et vous nous apportez quelque chose de nouveau, là. Oui, et ce n'est pas vraiment moi, personnellement. Moi, je ne suis que un intermédiaire. J'ai fait des recherches, des gens qui ont déjà écrit sur le sujet depuis bien longtemps. Je vous ai cité Cheikh Anta Diop, ça date de 1957. Il y a d'autres, avant Cheikh Anta Diop, il y avait une madame qui s'appelait Hamburger. Hamburger. C'était une femme blanche qui a fait, c'est la première, c'est la pionnière qui a parlé que les langues égyptiennes, les langues égyptiennes étaient des langues bantoues, en fait, des langues africaines. Et elle a fait, mais ces travaux ont disparu comme par enchantement, même sur les sites internet, on n'a que des citations, mais on n'a plus vraiment les travaux. Oui, c'est ça, parce que si ce sont des Africains qui disent, on va dire, oh, ils font de... oui, c'est ça. Comment ils appellent ça? Ils appellent ça le afrocentricité. Hein? Donc, ils font de l'afrocentricité, ils veulent se promouvoir, montrer qu'ils sont... Mais en réalité, il y a une dame blanche qui a fait le travail bien avant Cheikh Anta Diop. En fait, c'est elle qui a ouvert les yeux de Cheikh Anta Diop sur la réalité égyptienne, que la culture égyptienne, les langues égyptiennes étaient des langues noires. Et qu'elle a fait des études, des comparaisons entre les langues bantoues et les langues égyptiennes, et il y avait une cohérence à 90% plus que... parce qu'on on a voulu nous faire croire que l'Égypte, c'était l'Orient, c'était tout ça. Mais Hamburger a dit le contraire. Cheikh Anta Diop a fait le même travail avec le Wolof, pour comparer l'égyptien ancien avec le Wolof, et il est arrivé à la même conclusion que Madame Hamburger. Théophile Obenga a fait le même travail entre l'égyptien ancien et le Mboshi, et il retrouve, mais le dernier, c'est professeur Bilolo, Congo-Brazzaville. Le professeur Bilolo a fait le même travail avec le Chiluba, et il trouve encore plus proche l'égyptien ancien. Chiluba, on est au Congo, Kinshasa, RDC, on est au centre. Mais vous voyez la particularité de ça, c'est que quand professeur Bilolo affirme, il a écrit un livre vers un dictionnaire Chikam, Copte et Luba. Et il dit il trouve encore beaucoup plus de liens avec l'Égyptien ancien qu'avait trouvé le professeur Cheikh Anta Diop avec le Wolof. Et vous voyez, si vous regardez la situation du Kasaï, d'où la langue Chiluba provient, c'est enclavé. Donc on ne peut pas parler d'une influence extérieure du Chiluba. Donc c'est une langue qui est née dans cette zone-là et qui s'est développée là. Mais les peuples qui étaient là a immigré sûrement vers le nord ou vers le sud, et qui s'est éparpillé un peu à travers l'Afrique, et qui, au fil du temps, a dépassé les frontières de l'Afrique. Et ça, c'est historiquement prouvé que l'homme était africain, noir, et qui est parti. L'homme qui est sorti de l'Afrique pour aller en Europe, pour aller en Asie, c'était un homme noir. Hein? Les autres travaux que je ne vais pas citer ici prouvent clairement les origines noires des Chinois, des Asiatiques. Les origines, non, oui, mais parce qu'on trouve beaucoup de Noirs là-bas. Quand on regarde les anciennes statues, quand on regarde les anciens monuments qu'on trouve en Chine, par exemple, les figures sont négroïdes. Oui, c'est ça. Mais quand on regarde ces statues-là, ces anciennes statues, même les anciennes Bouddha, c'est encore... voilà, c'est qu'il y a eu des barbares, donc les peuples euro-asiatiques qui ont envahi l'Égypte. Donc il y avait une volonté de les repousser
les Égyptiens les repoussaient, mais ils envahissaient, ils venaient de plus en plus nombreux. C'est comme l'immigration ici. Mais nous, on vient de manière pacifique, on rentre tranquillement, on demande nos papiers, mais en ces temps-là, vous comprenez que c'était par des guerres, c'était par... mais ceux qui venaient pour apprendre, ils venaient comme les Grecs, par exemple, qui sont venus pour apprendre, on les a enseignés. Beaucoup des savants grecs, c'était des professeurs, c'était des élèves des Égyptiens. Donc, ils enseignaient, on leur enseignait, quand on parle des théorèmes de Pythagore, par exemple, quand on parle de tout ça, c'est des Thalès, tout ça, ça vient de l'Égypte. Mais même l'écriture, qu'on nous dit l'alphabet grec, Théophile Obenga, le professeur Théophile Obenga, le dit clairement et il le prouve que l'alphabet grec n'est pas grec. Les Grecs ont pris chez les Phéniciens ont pris chez les Égyptiens. Et il a fait des études comparatives avec des lettres. On trouve exactement, c'est hors de tout doute raisonnable. Moi, je vais citer Nzeitou Josias, le professeur Nzeitou Josias, qui est un ancien fonctionnaire des Nations Unies, qui a écrit un livre « Origine africaine des mots latins et grecs ». L'origine africaine des langues latines. C'est ça le titre de son ouvrage. Par exemple, il prend le mot salaire. Salaire, il dit ça vient de kosala. Kosala, qui est le verbe travailler. Sala, c'est là. Bon, quand on regarde dans le dictionnaire, Wikipédia notamment, ils disent salaire, ça vient du sel, parce que dans les temps anciens, on payait les gens avec du sel et tout ça. C'est pour ça que salaire. Mais vous voyez que le lien avec Mosala est plus probant, plus pertinent qu'avec le sel. Donc, Mosala, qui veut dire travail, ça donne salaire. Et automatiquement, quand on prend le mot Mobulu, Mobulu, qui veut dire, c'est un lingala, ça veut dire être agité, turbulent, désordre, tout ça. C'est le mot Mobulu qui a donné le mot mobile. Quand on est mobile, on est en mouvement, on bouge, tout ça. Exactement, exactement. Et le plus frappant, moi qui me frappe, c'est le mot tambula. Tambula, c'est un Kikongo, un Chiluba. Tambula, c'est marcher. Tambula. Mais on a le mot ambula, ambulant. Non. Voilà. Ambula, ambulare, en latin, c'est marcher. C'est comme ça qu'on dit un octambule. Un octambule, c'est quelqu'un qui marche la nuit. Un somnambule, c'est quelqu'un qui marche en dormant. Donc, vous voyez, dans son sommeil. Donc, mais nous, on a le mot tambula, c'est donc marcher, qui est déjà là, qui est très proche du mot ambula. Donc, et pourquoi le professeur Nzeitou a pris le latin? Justement pour éviter la question de la colonisation. Parce que si on dit que les langues latines, prenons le français par exemple, ça vient des langues bantoues, ils vont dire non, vous avez été colonisé par les Français, voilà pourquoi est-ce qu'ils ont mélangé. Mais il a pris les latins, parce qu'on n'a pas été colonisé dans la langue latine. Non. Mais comment se fait-il que ces mots soient si proches? Plus proches même que... Okay. Exact, mais nous savons avec certitude que la langue française vient du latin. Maintenant, nous démontrons que le latin lui-même vient des langues bantoues. Donc, par conséquent, si A égale à B, B égale à C, donc A égale à C. On a aussi un autre mot, passion. La passion, hein, la passion comme dans l'amour, la passion comme... Mais aussi la passion comme dans la souffrance. Hein, quand on dit la passion du Christ, hein, on veut dire la souffrance du Christ. Le mot passion, c'est le même mot qui a donné le mot patient. Patient comme pathologie, hein, du pachi, pathos en grec. Mais le mot passion vient du mot passi. En lingala, passi veut dire souffrance, veut dire douleur. Wow. Donc, comme on dit la passion du Christ. Exactement, donc la souffrance. Vous voyez, nous, on comprend ça en traduisant de nos langues vers les autres, on comprend ça de manière évidente. Vous voyez, donc si on prend aussi un mot comme celui que je viens de découvrir il y a pas 2 semaines, le mot Matthieu.
Mathieu le prénom? Mathieu le prénom, le prénom Mathieu, mais ça vient de, quand on regarde dans Wikipédia, c'est Mati Yaou. Mati Yaou. Et oui, 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 mais qui vient de Matéia. Matthéia. Donc, ce n'est pas pour rien que le livre de Matthieu, c'est le premier livre du Nouveau Testament. Matthéia qui veut dire enseignement. Matthéia. Mais si on prend ça en grec et en hébreu, Mati Yaou, Yaou veut dire Yahvé. Mati veut dire don. Don. Donc, Matthieu, littéralement, veut dire don de Dieu. Or, don de Dieu, pour nous, quand on dit Matthéia, ça veut dire les enseignements qu'on vous donne. Or, les enseignements théologiques, selon nos ancêtres, venaient forcément de Dieu. Donc, vous voyez, donc, de Matthéia à Matthieu, donc, il y a visiblement pas de rapport, mais quand on comprend l'étymologie du mot, on comprend d'où ça vient. Est-ce que les langues africaines ont des points communs avec l'hébreu? On est en train d'approcher vers la fin, puisqu'on dit que certains historiens disent que les premiers noirs étaient des juifs, les premiers juifs, pardon, étaient des noirs. Oui, ça ne fait aucun doute pour ceux qui s'efforcent un peu à faire des recherches. Oui. Hein, il faut comprendre qu'il y a eu une bonne partie de savants occidentaux qui ont voulu falsifier l'histoire. Oui. Ils ont voulu corrompre l'histoire. Parce que quand ils ont découvert que tout venait de l'Afrique, et que ces Africains-là étaient des Noirs que l'on méprise, que l'on écrase, alors ils n'ont pas voulu admettre cette vérité-là, et ils l'ont falsifiée. Et ça date de très longtemps. Je suis désolé, je sais que vous êtes chrétienne, mais la Bible fait partie de ces ouvrages falsifiés aussi, où ils ont transformé des petites virgules pour donner une autre connotation. Mais en regardant de près, et vous avez raison de dire que le premier juif était des Noirs. Je ne dis pas le premier juif, moi je ne dirais pas les premiers juifs, je dirais que les juifs étaient des Noirs. Et nous le sommes encore aujourd'hui. Donc vous dites que les juifs aujourd'hui qui sont blancs ne sont pas des juifs. Non, il faut faire la différence. Justement, moi j'appelle les Africains à faire la différence entre les Israéliens et les Israélites. Okay. Hein, les Israéliens qui sont les habitants d'Israël actuels, mais les Israélites qui étaient dans la Bible. C'est pas le même. C'est pas. Mais oui, c'est ça même. Ce qui se passe oui. Sur les Juifs, les Tchala. Mais non, ils le savent en Éthiopie, par exemple, il y a des Juifs noirs, ils ne contestent pas. Il n'y a pas de souci. En ce moment, pour qu'ils fassent pas d'enfants. Bon, mais je voudrais terminer un peu avec le mot Yahvé. Oui, justement. Le mot Yahvé qui est vraiment le mot juif par excellence, que tout le monde connaît. Mais moi, quand j'étais petit, j'entendais ma grand-mère prier et il appelait Dieu d'une certaine façon. Et il disait Yeho. Yeho. Ma grand-mère, elle connaît pas Yahvé, elle connaît pas comment on écrit les tétagrammes. Non, le français, c'était pas sa langue. Mais quand on priait ensemble, il disait Yeho. Il y a même des chansons en Chiluba où on dit Yeho, Nzambiwa Misumba. Et on appelle Dieu le Tout-Puissant. On l'appelle Yeho. Ces chansons-là existent par des gens analphabètes qui ne connaissent rien de l'hébreu. Mais comment se fait-il qu'ils prononcent le mot Yahvé de la même façon que le prononcent les Hébreux aujourd'hui? Vous contredisez parce que vous disiez que votre grand-mère ne connaissait rien sur tout ce qui était les langues, le français, parce que là, c'est il n'y a pas très longtemps que la Bible a été même traduite dans les langues africaines. Exact. Donc, votre grand-mère qui disait héros, elle était chrétienne. Parce que vous m'avez dit que je suis chrétienne, mais la plupart des Africains, pratiquants ou pas, sont chrétiens. Donc quand vous venez, que vous nous dites oui, bon, je sais que vous êtes chrétien, mais ça, c'est pas vraiment d'actualité, parce que vous dites que la Bible a été falsifiée. Mais est-ce que comme nous, quand on parle une langue et qu'on sent dans l'esprit, en parlant cette langue, que c'est une langue qui vient de nous, est-ce que la foi des Africains, parce que je ne veux pas ouvrir un autre débat, mais juste quelque chose à y penser, on remarque que les Africains sont très, très, très intéressés à la religion, à la foi. Est-ce que c'est pas quelque chose aussi qui est ancré dans les racines? C'est pour ça aussi qu'on se demande, est-ce que les Juifs, et je précise les premiers Juifs, pourtant je ne veux pas revenir sur le débat, étaient des Noirs?
Oui, moi je vous l'affirme, mais ça n'a rien à voir avec savoir lire ou savoir écrire, parce que je vous ai posé une question au début pour vous dire d'où est venue la langue. Comment est-ce que nous parlons? N'étant pas une notion innée, comment ça fait-il qu'on arrive à parler? Mais moi je crois que quelqu'un nous a appris à le faire. Et quand je dis que Mathéa, ce sont des enseignements divins, qui a donné le mot Matthieu, donc vous comprenez qu'il y a quelqu'un qui nous a appris à le faire. Ma grand-mère appelant Dieu Yéhova ne s'inspirait pas de la Bible, mais c'est comme ça que ses grands-parents aussi l'appelaient. Et c'était comme ça. Je peux vous citer des exemples bibliques qui n'avaient rien à voir avec nos ancêtres, mais qui concordent. La circoncision, par exemple, qu'on nous présente comme une alliance entre Dieu et un certain Abraham, mais que nos ancêtres pratiquaient la circoncision bien avant de connaître la Bible. Et donc, d'où est venue cette connaissance-là? Encore une fois, la circoncision n'est pas une notion innée. On ne l'est pas avec la volonté de se couper un bout de sa chair, mais c'est une culture. C'est une culture. C'est venu d'où qui nous a... et il y a d'autres mots en Chiluba comme pekatu, pekatu qui veut dire péché, dans la langue de mes aïeux. Et pekatu en latin veut dire aussi péché. Pekatu. Et comment ça fait-il? Kubenesha, c'est bénir. Quelqu'un dans la langue de mes parents, ça n'a rien à voir avec, mais ça vient aussi du latin, bénir. Bena, quand on dit Bena, chez nous, dans ma langue, le Chiluba, c'est-à-dire ceux de la maison d'eux, les enfants d'eux. Donc les tribus, donc on dit Ben Ali. C'est le même Bena là, de ma langue, qui donne Ben Ali, donc fils de Ali. Quand on dit Ben Yamin, parce qu'en Lingala, en Kikongo, en Swahili, c'est en Lingala, Kikongo et en Chiluba, Bana. Bana, c'est-à-dire les enfants. Les tribus se disent Bena. Quand je dis Bena Kalala, c'est-à-dire ceux de la tribu des Kalala, donc les enfants des Kalala. Donc, vous voyez, donc, avant même qu'eux, ils arrivent, nous, on avait déjà. Encore une fois, on parle des tribus. Quand vous lisez la Bible, vous qui lisez la Bible, donc vous voyez, non, c'est pas personnel, mais vous voyez dans la Bible, on parle toujours des tribus, les 12 tribus d'Israël et tout ça. Mais si on regarde dans les autres peuples, la notion de tribu est presque complètement disparue. Mais chez nous, cette notion existe encore. Donc voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres mots peut-être? Oui, moi je voulais juste dire que les Africains, si on a le temps, on va voir les cartes anciennes, vous allez voir que c'était le même peuple, hein, c'est les mêmes personnes qui, en se développant, avant d'aller peupler l'Europe, avant d'aller peupler l'Asie, ils ont commencé à peupler leur propre continent et ils s'est séparés comme ça. C'est ainsi qu'on retrouve des similitudes linguistiques quand on dit Muntu. Un Muntu qui veut dire être humain. Dans plusieurs langues africaines, c'est la même chose. Mais il y a un prêtre, Tempels, qui avait induit beaucoup de gens en erreur, Placide Tempels, je pense, en disant que les Bantous sont ceux qui appellent Muntu, l'être humain Muntu. Il s'est arrêté au terme générique de Bantou. Mais ce n'est pas tellement vrai ce qu'il dit, parce que par exemple chez le Wolof, l'être humain c'est Nit. Nit. Mais on voit, il y a le N et le T. Nit. Et le N et le T qu'on trouve aussi dans Muntu. On le trouve aussi dans Mutu. On le trouve aussi dans... Vous voyez, donc c'est... les Bakongo qui ne connaissent rien du Wolof, ils appellent le corps humain Nitu. Nitu qui est si proche des Niit aussi. Vous voyez, donc quand on ne le sait pas, on pense qu'on parle plusieurs langues, mais en réalité c'est la même langue, mais suite à l'environnement, suite au déplacement, les mots changent un peu. Je prends Maï, par exemple, l'eau. Parce qu'il fallait absolument que les gens nomment l'eau. Il fallait qu'ils appellent d'une certaine façon. Ben, on a en Lingala et en Chiluba, Maï. En Kikongo, on a Maza. Parce que ceux qui connaissent, maîtrisent un peu la linguistique, ils savent que parfois les Y et les Z se mélangent comme Yambe qui devient Nzambe. Mais c'est le même mot qui veut dire Dieu, que ce soit au Cameroun ou que ce soit au Congo. Donc, on a Maza, Maï et on a Yé en Soso. Ils appellent l'eau Yé.
c'est le même maï. Donc ils disent yé en Guinée-Conakry. Chez les Bambara au Mali, ils disent J, mais ils prononcent J. Mais c'est J, c'est le même maï qu'ils appellent J. Donc quand on entend vite, on pense qu'on parle une autre langue, mais en réalité, c'est la même réalité. On doit aller à la conclusion là. Je sais que c'est très intéressant, passionnant, mais le temps nous manque. Si vous pouvez essayer de voir comment ce qui manque peut aller en conclusion. Bon, moi je vais peut-être boucler en interpellant un peu tous nos compatriotes africains. Oui. C'est de s'intéresser un peu à nos langues et de chercher à savoir la culture, parce qu'on dit que la langue est le véhicule de la culture. Oui. Et moi, j'ai dit aussi que la langue est la boîte noire des civilisations. Donc, si notre civilisation aujourd'hui a disparu ou semble disparaître, nous devons la retrouver dans nos langues. C'est dans nos langues qu'on saura comment est-ce que nos ancêtres pensaient, comment ils appelaient les choses. J'ai deux exemples pour cela. Si je prends par exemple l'éléphant, qu'en lingala on appelle Njoku, Njoko, Njoku, en lingala, quand on va en Guadeloupe, en Guadeloupe, ceux qui sont partis en esclavage depuis longtemps, et ils appellent l'endurance Njok. En Guadeloupe, l'endurance, c'est Njok. Or, Njok n'est pas loin du mot Njoku, qui veut dire éléphant. Donc, on a un autre exemple ici avec l'hippopotame. L'hippopotame, en Chiluba, c'est Nguvu. En Chiluba. Or, le mot Nguvu en Swahili veut dire force. Donc vous voyez, donc, la force de l'hippopotame et l'endurance de l'éléphant a servi à nos ancêtres d'appeler ces qualités physiques-là du nom des animaux qu'ils voyaient, du nom des animaux qu'ils rencontraient, à l'instar de ce que j'expliquais tantôt pour Nkosi, le lion. Les esclaves, ce n'étaient pas des enfants en priorité quand on emmenait? Non, l'esclavage amenait des hommes forts. Ce n'étaient pas des enfants en priorité. Ils amenaient des hommes qui étaient valides, forts et tout ça. Et beaucoup mouraient sur en chemin, sur la route vers les Amériques. Et on les jetait dans les eaux. Mais ça, c'est une autre page de l'histoire. Si vous deviez dire une langue pour unir toute l'Afrique, en ce moment, la langue la plus parlée, c'est le Swahili. Quelle serait la langue pour vous qui unirait l'Afrique? Moi, je suis évidemment disciple de Cheikh Anta Diop. Il faut que les travaux soient faits de manière méthodique. On ne va pas les faire par des élections. On ne va pas les faire non plus par fanatisme. Il faut que ce soit un travail des scientifiques, des linguistes qui vont étudier. Cheikh Anta Diop propose des pistes pour y arriver, notamment dans son livre Nation et Agriculture. Mais moi, je suis contre ceux qui affirment que le Swahili, c'est la langue de l'Afrique. Il faudrait faire très attention. Le Swahili n'est pas la langue de l'Afrique. Il y avait une langue en Afrique, la première langue, la mère des langues, comme je l'appelle, mais je ne vais pas la nommer ici pour ne pas susciter la polémique. Mais quand même, cette langue-là, qui était au départ parlée en Afrique, a subi des influences, notamment des Arabes musulmans qui sont venus nous rentrer dedans, parce que ce sont eux qui ont commencé l'esclavage, hein, il ne faut pas oublier. Alors ça a fait qu'ils ont converti les gens à l'islam, et aussi ils ont altéré et corrompu les langues qui étaient là. Aujourd'hui, dans Swahili, on trouve tellement de mots arabes qu'on se demande où se trouvent les Swahili, où se trouvent... aussi de la langue, puisqu'on a vu que aujourd'hui, l'égyptien, ça ne se parle plus. Le latin, ça ne se parle plus, c'est devenu le français, puis plusieurs autres langues latines. Est-ce qu'il ne faut pas aussi faire un deuil sur cette langue que vous ne voulez pas dire le nom et accepter, parce que le Swahili, c'est quand même parlé au Kenya, au Mozambique, Ouganda, en RDC, Afrique du Sud, au Rwanda. Si on veut vraiment, en tant qu'Africains, que nos langues africaines se fassent déjà connaître, est-ce que ce n'est pas déjà plus simple de prendre une langue qui est déjà établie un peu partout? Mais c'est ça que vous dites. Vous dites que nos langues... Mais quand ce n'est pas notre langue, nous devons faire attention. Parce que, bon, on pense que c'est l'évolution. Mais quand on prend
Bon, parce que vous m'obligez à citer les noms. Oui. Quand on prend par exemple les Chiluba, Oui. qui d'après moi c'est la mère des langues, Oui. non pas parce que c'est la langue de mes ancêtres, mais j'ai dit que c'est vraiment une langue africaine sans corruption extérieure. Comme Et, le Lingala qui commence à être corrompu. c'est ça, c'est ça. Alors, mais quand on regarde cette langue-là, on retrouve les Chiluba dans le Kikongo à 80%, on retrouve les Chiluba dans le Swahili aussi. Donc, on peut encourager cette langue-là en enlevant tous les éléments extérieurs et cette langue-là pourrait bien, parce qu'on la trouve déjà. On la trouve déjà dans des autres, mais seulement on ne le sait pas. En Zambie, Zimbabwe, Tanzanie, tout ça. C'est ça, c'est moins que les gens même qui parlent ne savent pas que ce qu'ils sont en train de dire, ils se disent des mots en Chiluba. C'est juste question de leur montrer ça et de faire. Mais moi, je ne suis pas pour une langue unique, comme aussi aujourd'hui, l'Europe n'a pas une langue unique. En Europe, on a plusieurs langues, mais ça semble ne pas déranger là-bas. Mais on peut avoir 4 grandes langues pour toute l'Afrique, pour pouvoir communiquer, comme on a l'anglais, l'espagnol, le français. D'ailleurs, même s'ils ont plusieurs langues, quand ils se rencontrent pour faire une grande conférence, ils vont prendre ou le français, plus souvent l'anglais. Oui, exact, exact. Donc nous, on peut faire la même chose aussi avec 2 grandes langues ou 4 grandes langues essentielles, et puis décourager tout petit peu les dialectes, les petites langues là. Mais quand on regarde de près, on pense que c'est des langues différentes. Je le répète, c'est pas difficile. C'est tellement pareil qu'il y a un petit effort, comme le professeur Bilolo parle de l'espéranto africain. Donc on peut arriver à créer une langue espéranto africaine que tout le monde pourrait comprendre en grande ligne. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Est-ce que vous avez pour nous une conclusion par rapport à tout ce que l'on a dit, M. Toumba? La conclusion, c'est travailler pour la paix en Afrique. Oui. Et une des raisons de militer pour la paix en Afrique, c'est justement de favoriser les langues. Hein, qu'on arrive à se communiquer, à se comprendre. Parce que toutes les guerres en Afrique sont réputées interethniques. Donc, quand on supprimera les barrières des langues, déjà, on résolvera le problème de moitié. Parce que les gens pourront parler avant de s'affronter. Hein, et ça, c'est ma conclusion, c'est que Cheikh Diop nous recommande aussi à la fin de son livre de chercher notre civilisation à travers nos langues, de nous y intéresser, d'intéresser nos enfants à parler nos langues. Nous voyons les Chinois amener son enfant à la garderie, la grand-mère qui amène son enfant de 5 ans à la garderie, il parle mandarin en cours de route, et quand l'enfant traverse les portes, il commence à parler français. À l'université, on apprend. Ben voilà, donc nous devons faire la même chose. À nos gouvernements, en fait. Oui, oui. Vous avez Donc, cité M. Obenga, qui d'ailleurs aussi est très proche du gouvernement actuel au Congo-Brazza. voilà. Donc j'espère que les autorités politiques pourront l'écouter. Ça, c'est aussi une autre paire de manches. Parce que dans le but aussi des Générations Afrique, c'est aussi de toucher aussi nos gouvernements, parce que des fois, on est dans le gouvernement, mais on pense que le gouvernement, c'est toujours tout. Mais ça, c'est des cultures aussi que vous, les chercheurs, les scientifiques, comme conclusion, vous pouvez dire, OK, voilà, il faut apporter ci, il faut apporter cela. Oui, mais vous savez, nos gouvernements, je m'excuse encore une fois, je vais bien rester positif, mais nous devons comprendre que nos gouvernements sont des gouvernements au service de l'Occident. Hein, il ne faut pas s'en cacher. Donc quand l'Occident nous fait la guerre, plus féroce que la guerre qui a provoqué la disparition de certaines espèces, je cite Cheikh Anta Diop, nous devons comprendre qu'il s'agit bel et bien d'une guerre. Hein, la domination, l'impérialisme culturel est la vis de l'impérialisme économique. Hein, donc, si on veut réussir, et l'impérialisme économique contrôle l'impérialisme politique. Donc, vous voyez, donc nous devons d'abord nous approprier, faire sauter les verrous de l'impérialisme culturel pour pouvoir avoir l'impérialisme économique et pour pouvoir avoir notre économie en main et notre politique aussi. Donc, tant que nous ne contrôlons pas notre culture, nous ne contrôlons rien du tout. C'est pour cela que Génération Afrique travaille sur le développement de la mentalité, des consciences et
contrairement à ce que l'on croit, même nos dirigeants aussi ont besoin d'un renouvellement de leur mentalité, de le travail des scientifiques, des chercheurs, des artistes, comme vous le faites. Et nous sommes très contents donc, de vous avoir reçu sur Génération Afrique. Nous sommes convaincus que tout le travail ardu que vous faites ici dans la communauté montréalaise et même au Canada portera du fruit et que sur le long terme, nous trouverons des dirigeants qui auront peut-être été adeptes même de ce que vous avez dit, des Cheikh Anta Diop, des professeurs Obenga qui vont se lever et qui vont prendre le pouvoir demain et changer la mentalité de l'Afrique. Donc voilà, merci de nous avoir suivis. C'était Génération Afrique pour CGB 24. Donc si jamais vous voulez participer à l'émission, vous tapez sur participer@generationafrique.com, participer@generationafrique.com. Nous avons des émissions sur la CPI, nous avons des émissions pour le FMI, des émissions sur l'économie africaine. N'hésitez pas à nous envoyer un email, nous dire que vous êtes intéressé, que vous voulez participer à l'émission, toujours dans le cadre de pouvoir aider à développer la mentalité et les consciences de l'Afrique. Nous voulons rester positifs, n'est-ce pas, Monsieur Benga? Oui, on reste positif. Puis donc, je vais vous donner la parole pour peut-être encourager. Vous avez dit que vous voulez que les Africains retournent aux langues. Vous êtes professeur dans une école de langue, donc si vous pouvez juste donner les contacts. Oui, c'est... Ça va être écrit au bas de l'écran. Oui, et la Jambo, le numéro va passer au bas de l'écran parce que je vais les donner tantôt. Okay. Et la Jambo, c'est École des langues africaines. C'est en fait une pionnière. Une première, une pionnière et leader des langues africaines. Et la Jambo existe pour ceux qui veulent apprendre les langues. On y enseigne le Wolof, les Bassa, les Bambara, les Chiluba, les Lingala, les Swahili. Donc venez, il y a beaucoup des gens qui viennent et beaucoup de Blancs qui viennent, surtout pour apprendre les Swahili, parce que c'est la langue la plus parlée en Afrique. Donc... venez apprendre ces langues-là pour vous, pour vos enfants. Bientôt, on va ouvrir des sessions pour enfants. Donc, le samedi matin, vous pouvez déposer les enfants pour apprendre les langues de chez nous. Soyez-en fiers et parce que c'est notre héritage, c'est notre culture. Voilà, merci. Vous étiez sur Génération Afrique, l'Afrique aux Africains. Merci, à très bientôt. Au revoir.